Permettre peut-être de comprendre justement les origines de la confusion. Je pense que c'est ça ce qui est important. Alors, le débat est ouvert. Alors, on ne se déplace pas. Mais si, je vais prendre. Non, mais je tournerai. Tu tournes. C'est Valérie qui tourne. Donc, voilà, vous signalez quand même votre demande d'intervention. Et puis, je pense que Gilles attendra que quelques interventions quelques questions soient succédées et il fera signe quand il pensera qu'il peut effectivement faire une synthèse. Je voudrais revenir sur la notion de nation qui a formé ton introduction. Entre ce qu'est une nation, bon, il y a les deux grands penseurs de la nation, c'est Fichte et Renan, avec d'un côté le côté culturel dont tu parlais, qui a été majeur dans la Première Guerre mondiale, et Renan, qui est plutôt la volonté d'appartenir à une communauté humaine et politique. Est-ce que dans le gouvernement d'union nationale, on ne retrouve pas cette chose-là, cette volonté, enfin, dans les mots, l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui, la différence entre peut-être le signifié et le signifiant aujourd'hui est peut-être plus grande que le gouvernement d'union nationale à la Première Guerre mondiale, au sens où les mots qui sont utilisés aujourd'hui pour parler de gouvernement d'union nationale, est-ce que ça renvoie à la même organisation, à la même structure qui a été appliquée précédemment? Parce que là, dans ton exposé, tu dis, voilà ce qui a été fait avant avec un gouvernement d'union nationale, voilà les formes que ça a pris et l'échec auquel ça a amené. Seulement, est-ce qu'aujourd'hui, que ce soit Dupont-Aignan ou d'autres, qui mettent en avant un gouvernement d'union nationale, est-ce que c'est la même forme et les mêmes structures qui sont prônées? Est-ce que c'est pas juste des éléments de langage qui disent voilà le problème, on est divisé entre personnes qui veulent retrouver la souveraineté de la France, on est divisé par la division classique de la politique. Pour arriver à surpasser cette division, il faut arriver à s'unir face à la supranationalité. Donc on va faire une union nationale pour combattre la supranationalité. Ce qui ne serait pas forcément ni le même but, ni la même structure, ni la même forme de ce qui a pu être vu précédemment. L'histoire n'est pas cyclique, et peut-être qu'en ayant appris peut-être des travers des gouvernements d'union nationale dans le passé, on pourrait en améliorer, au sens où l'histoire n'est pas cyclique et nous laisse toujours un regard et nous laisser nous améliorer. Donc je pense que ce qui est prôné dans le gouvernement d'union nationale, sans s'en faire l'avocat, c'est le fait de se dire, bon, on n'est absolument pas d'accord du tout sur nos projets de société, sur les projets de société, mais on a un ennemi commun et une situation commune qui est le fait d'être dépendant de l'Union européenne, d'être soumis à l'Union européenne. Et pour arriver à vaincre cette soumission, il faut qu'on se mette ensemble. Ensuite, on pourra se battre dans l'arène. Mais si jamais l'arène n'est pas en notre propriété, on ne pourra même pas se battre idée contre idée. Donc peut-être que c'est la différence, peut-être que c'est la nouvelle forme d'un gouvernement national qui est prônée et qui ne prône pas forcément les structures qui ont eu des travers dans le passé. Et c'est ça auquel je voulais savoir. Parce qu'il semble qu'on trouve difficilement à trouver des alliés. Que l'histoire du programme dont tu parlais, je pense que c'est primordial si on sort un programme un peu détaillé et assez rapidement. Ça pourrait clarifier les choses pour trouver des alliés. Ça pourrait clarifier les choses par rapport au Front National. On nous envoie souvent dans les gencives, vous avez les mêmes idées que le Front National. Et c'est vrai que je trouve qu'il faudrait vraiment insister sur cette histoire de programme, parce que sinon... Alors dire que les gens ils étaient partisans d'un gouvernement d'union nationale parce qu'on leur a rabattu de la crise qui était comme une fatalité contre laquelle il fallait lutter. Il faut aussi démontrer que cette crise n'a rien d'une fatalité. C'était des choix politiques qui sont faits en notre nom, mais ils n'ont rien à voir avec une fatalité. C'est pas... on pourrait présenter, au lieu de toujours
présenter le côté noir de la face, présenter le côté positif de la face. On est tout de même un pays riche, actuellement encore. Hein. Bon, on est riche de ses habitants, on est riche de sa tête, de notre terre, on est riche des infrastructures. Et il faudrait présenter le côté positif pour dire bon, on n'a pas besoin d'une union. Ça, on a besoin de prendre notre destin en main, mais on n'a pas besoin de se battre contre quelque chose, une espèce de famille. Alors, moi je voulais dire que, effectivement, j'ai peut-être manqué le début de ton exposé. Bon, tout ce que tu as dit, je l'approuve, il n'y a pas de problème. Je crois qu'effectivement, en gros, le concept d'union nationale est foncièrement ce que, en termes marxistes, j'appellerais un concept idéaliste. C'est-à-dire que, voilà, on cherche à unir tout le monde, ça serait tellement bien, hein, embrassons-nous Folleville, que tout le monde soit sur le même bateau. Et voilà, si l'on peut dire, et on évite, on contourne tout simplement l'existence des classes sociales. Or, les classes sociales sont une réalité objective. Et donc, il faut être matérialiste et il faut partir du fait que, pour les dépasser, il faut d'abord mener la lutte des classes, et non pas se leurrer sur le fait qu'elle est déjà finie, et que donc on peut créer une espèce de société sans classe, au fond en contournant le combat révolutionnaire. Ça s'appelle quand même comme ça d'une façon ou d'une autre. Donc il y a ici à reprendre à la base ce concept même d'union nationale en montrant qu'il ne peut pas correspondre aux faits tant que nous sommes dans une société de classe. Si nous étions dans une société sans classe, alors bien entendu, il faudrait être non seulement pour l'union nationale, mais pour l'union internationale, puisque l'international, je ne me cache pas, sera le genre humain, un jour ou l'autre. Et que donc, allons enfants de la patrie débouchera bel et bien sur, enfin je l'espère, un jour lointain, sur donc l'union de toutes les nations, comme on le disait hier. Mais effectivement, ça pourrait avoir un sens, et un sens objectif, dans les conditions d'une société post-capitaliste. Par exemple, à l'Union soviétique, au moment où il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, après donc l'attaque allemande, le plan Barbarossa, bon, le gouvernement soviétique de l'époque a bel et bien appelé à l'Union nationale. Et il a bien fait. Il a bien fait, je veux dire, Staline a reçu en particulier l'Église orthodoxe. Les églises ont rouvert, alors qu'auparavant on ne les avait pas traitées d'une façon extrêmement courtoise et tendre. Voilà. Effectivement, il faut dire aussi que les orthodoxes n'avaient pas non plus traité la révolution bolchevique d'une façon très tendre. Hein. Les choses ici sont connues. Là, ça peut avoir effectivement une certaine signification. La guerre, par exemple, en Union soviétique, a toujours été qualifiée de grande guerre patriotique. Bon, donc, il peut y avoir une signification objective, matérialiste à l'union nationale, à condition qu'elle se passe dans des conditions d'union anticapitaliste, enfin avec un contenu anti-impérialiste, anti-capitaliste. Si c'est pour au contraire accompagner le capitalisme et l'impérialisme, ça revient en réalité à renforcer le pôle oppresseur de la contradiction, donc à aggraver en réalité les divisions de la société, et ce n'est pas pour rien que toutes les unions nationales en pays capitalistes finissent toujours par éclater, d'une manière ou d'une autre. Alors ça, c'est un premier point, donc ton exposé l'a bien montré, autour notamment, par exemple, des deux guerres mondiales. On peut prendre un exemple historique. La Première Guerre mondiale, eh bien, elle se déroule d'abord autour d'une union sacrée qui accompagne les gouvernements impérialistes pour la grande guerre, la grande boucherie, en fait, de cette époque-là. Et là, effectivement, c'est complètement mensonger, illusoire, trompeur, etc. On en sort, au fond, par les mutineries de 17 et la Révolution d'octobre. Hein, c'est ça qui va casser la Première Guerre mondiale. C'est pas tellement le fait qu'un camp va battre l'autre, c'est le fait que, au fond, l'Allemagne, au fond, elle va être déstabilisée par ce genre de choses. La montée du mouvement ouvrier, les soviets, hein, qui émergent en Allemagne avant même la fin de la guerre. Voilà, même sans parler de Spartakis, auparavant, simplement, le drapeau rouge flotte sur la marine allemande avant la fin de la guerre de 14-18, par exemple. Et donc, le mot d'ordre des soviets partout, venu du RSS, enfin, même pas, on ne disait pas l'URSS à l'époque, de cette Russie, qui n'était même pas soviétique au départ, hein, puisque bon, il y a eu la révolution de février, d'abord, qui n'était pas bolchevique, en gros, a contaminé, en gros, un petit peu l'Europe. Alors, tandis que lors de la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, au contraire, le caractère antifasciste de la guerre, c'était pas le même, objectivement. Il s'agissait d'abattre le nazisme, et effectivement, donc, des politiques de front national, au bon sens du terme, comme celle que a tenté de mettre en place donc, le PCF, il y avait dans le Front National des capitalistes, hein, et même des grands capitalistes. Parce que dans les conditions de l'époque, il y avait encore une certaine place pour un capitalisme national. De Gaulle n'est pas sorti de rien, c'était pas la classe dominée de Gaulle.
hein. Et de notre côté, effectivement, il y a eu aussi toute une volonté de mettre en place un discours qui allait avec. Bon, au fond, ça émerge déjà avec le discours de Maurice Thorez à Buffalo, au stade Buffalo en 1935, le 14 juillet 1935. Le Front populaire a une origine très clairement patriotique. C'est pas au hasard qu'on a placé la naissance du Front populaire en 14 juillet, bien sûr, avec l'appel aux deux drapeaux. Hein. Bon, l'appel aux deux drapeaux, c'est-à-dire Maurice Thorez fait applaudir le drapeau tricolore qui était banni à gauche, hein, à ce moment-là, malgré les sifflets des trotskistes qui sont présents et forts dans la SFIO à l'époque, et Jacques Duclos entonne la Marseillaise. Et donc effectivement, là aussi, il se heurte au gauchisme. Je crois que c'est une chose importante ici. Il faut avoir en tête aussi toujours, combattre aussi ce gauchisme, qui est un gros poids, un obstacle épistémologique majeur dans la construction d'un nouveau rassemblement, parce qu'à chaque fois qu'on fait un pas dans le sens patriotique, il y a tous les gauchistes de la Terre qui sortent de leur trou et qui disent union sacrée, union anti-impérialiste, etc., et qui dévaluent toute idée de nation, et donc en fait qui font le jeu de ceux qui sont en face de nous. Alors effectivement, ça me paraît très important de bien voir ça. Le Front patriotique tel qu'il a pu naître à l'époque, qu'il a pu se développer, et qui a donné naissance au CNR, à nos sens, hein, c'est le contraire même de l'Union nationale, puisqu'il est tourné contre l'oligarchie, au lieu d'être évidemment mené par elle. Et la preuve en est que le CNR unit largement parce qu'il sait exclure aussi. Oui. C'est-à-dire que bon, l'extrême droite n'est pas dans le CNR, et le MEDEF de l'époque, c'est-à-dire le comité des forges, n'y est pas non plus, en quelque sorte. Donc en excluant les mauvais, on peut rassembler les bons. Il y a une espèce de dynamique ici qui est relativement facile à comprendre si on a saisi qu'il y a des classes sociales et qu'effectivement le pôle progressiste doit, enfin le pôle qui tourne autour, disons, de la classe ouvrière ou de la classe populaire, enfin bon, on l'appellera ici comme on voudra selon nos logiciels, notre vocabulaire, peut avoir une certaine signification. Alors effectivement, pour en revenir... Les sont exclus, mais pas l'extrême droite royaliste, ou comme ça. Voilà, enfin bon, l'extrême droite collaboratrice a été exclue, en quelque sorte. Il y avait effectivement des royalistes qui pouvaient graviter autour du CNR. Et cette question-là, elle peut même demain se poser pour nous. Parce que, mais bien entendu. Donc effectivement, la question n'est pas ici royaliste ou républicain en soi, tout simplement parce qu'il y a des faux républicains et peut-être des républicains qui se croient royalistes, quelque part. Bon, quelque chose que, là aussi, il faut aussi... Bonne définition. Voilà, il faut aussi toujours, comment dirais-je, c'est ça la difficulté qu'on a parmi nous, lever un certain nombre de blocages mentaux. Bon, hier, par exemple, Jacques disait que MPEP n'était pas communiste. Et moi, je me disais quelquefois, il y a peut-être une dimension communiste au MPEP qui doit savoir assumer, comme, en gros, je dirais presque, en fait, on nous a appris au niveau de la psychanalyse à assumer quand on est homme la part féminine qu'on a en nous, ou quand on est femme la part masculine qu'on a. Assumons-nous. De même qu'au fond, chez les communistes, il y a aussi une dimension patriotique, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas, et bannissent le mot patriotique parce qu'il a été préempté, au fond, par l'extrême droite. Oui. Donc tout ça est idiot, il faut s'assumer, si on prend en compte toutes nos richesses, en quelque sorte, on aura 1000 fois plus de facilité à s'unir. Je voudrais surtout dire par rapport à Dupont-Aignan, puisqu'effectivement la question est partie de là, et en effet, il commet, mais ça tu l'as bien démontré, une erreur majeure, parce qu'il confond deux problèmes. Le premier problème, c'est effectivement d'unir ce qu'on appelle les républicains des deux rives, comme on dit quelquefois, c'est-à-dire de tendre la main effectivement à des gens qui se disent gaullistes, par exemple, ou à des chrétiens, ou à des musulmans qui ne sont pas forcément, à condition qu'ils soient laïcs. Hein. Il y a des chrétiens laïcs, bien évidemment. La laïcité, c'est pas l'athéisme. Hein. Mais donc ces gens-là, il faut effectivement les attirer vers nous, indépendamment du fait qu'ils se définissent de telle ou telle façon. C'est là qu'effectivement c'était très pertinent. On n'a pas un clivage de fond là, sur cette histoire de gauche, hein, par exemple. Puisque ce qui compte, c'est effectivement de savoir au fond ce que les gens font, plus que de savoir ce qu'ils ont dans la tête sur ce qu'ils font et qui ne correspond pas nécessairement à ce qu'ils font réellement. Position réelle. Voilà, c'est ça, la position réelle. Il y a l'inconscient, quoi. Bon, ici, j'essaye de faire entendre un peu qu'il y a l'inconscient en politique et qu'il faut l'écouter, l'entendre, quelque part. Cela étant, concernant ces républicains des deux rives, il faut bien entendu savoir les unir, mais avec triple ligne rouge par rapport à l'extrême droite. C'est ça, enfin, ligne rouge, ou si on veut employer une autre couleur que celle-là, pourquoi pas, ligne bleue, pour que ce ne soit pas celle des Vosges, en quelque sorte. Bon, si on peut dire. Donc on peut dire d'une manière générale qu'il y a effectivement nécessité de mettre quand même une barrière très nette.
Parce qu'à partir du moment où Dupont-Aignan nous dit eh ben, pourquoi pas M. Philippot, à partir de ce moment-là, non seulement il ne va pas unir, mais il va semer la confusion, il va nous mettre, nous, si on fait union, si on faisait l'unité avec lui, en quelque sorte, dans une position intenable par rapport à tout le camp progressiste. Et non seulement on ne va pas s'unir, mais on va au contraire déchirer notre propre camp, on va exploser nous-mêmes en plein vol, en quelque sorte. Donc, à partir de là, je finis là-dessus, il me semble que il faut bien qu'on propose nous-mêmes un concept opérationnel. Alors toi, tu as dit union de résistance ou résistance nationale. Bon, ça me paraît très bien. Nous, au PRCF, mais ce n'est pas une dénomination, c'est un concept que j'avance là. On dit frappe, front de résistance, antifasciste, parce qu'il y a une dimension anti-Le Pen, antifascisation. Ce pays est en train de se fasciser sur une série de choses. Front, donc, de résistance antifasciste, patriotique, populaire et progressiste, avec 3 P à la fin. Pour donner toute la... C'est le concept, hein, et ça fait frappe, en quelque sorte. Bon, si on veut l'annuler, si on veut le résumer, on dit front populaire et patriotique, quelque chose comme ça. S'il n'y a que patriotique, c'est dangereux, ça glisse effectivement au Front National et tout le monde l'entend uniquement dans le sens nationaliste. Si on dit seulement Front populaire, comme beaucoup le disent, ou Front de gauche, c'est encore beaucoup plus catastrophique, hein, bien entendu. À ce moment-là, évidemment, c'est très restrictif. Ça aboutit tout simplement à l'idée d'une union anticapitaliste que rebattent Arlette Laguillet, Besancenot et compagnie depuis X années d'une façon complètement impuissante, puisque c'est pas tout d'être contre le capitalisme. Il faut dire comment on l'abolit, sinon ça sert à rien. Ce sont des cris jetés en l'air, littéralement. Donc à partir de là, il me semble que finalement, on tient le bon bout si on construit l'équivalent de ce front de résistance patriotique, national, etc., tout ce qu'on pourra dire, et populaire, en tenant fort sur l'ancrage progressiste. Hier, on l'a bien vu lors de l'intervention de Léon Landini, en fait, vous voyez bien que la droite, pour une bonne partie de la droite, n'a accepté le programme du CNR que parce que sur le terrain en France, 80% des résistants qui se battaient effectivement avec des fusils étaient communistes. Hein, et donc, voilà, c'était le rapport de force sur le terrain qui a permis cela. Sinon, vous savez bien que De Gaulle, c'était pas sa tasse de thé de se mettre avec les communistes. Hein, on peut le respecter pour toute une série de choses. C'est quelqu'un de l'autre rive, et lui, il vient même du maurassisme au départ. Il n'était même pas républicain au départ. Mais bon, voilà. Alors à partir de là, moi je dirais que si on arrive à tenir cette dynamique-là, on doit pouvoir progresser. Ce que disait ma voisine, j'allais dire de droite, mais je ne sais plus si on a le droit d'employer ce vocabulaire, je vous taquine, évidemment, c'est tout à fait juste. Si on arrivait à lancer dans la foulée du boycott des élections européennes, qui peut être un moment de large unité, oui, puisque spontanément, là, nous serons, que nous voulions ou pas, avec la majorité, la large majorité. Donc, tactiquement, c'est pas idiot de faire ce que nous allons faire ensemble. Et si nous arrivons aussi, sur ces bases-là, à véritablement donc lancer la discussion sur un nouveau programme, ou plutôt sur de nouveaux jours heureux, sur une actualisation, et pas simplement en vase clos, nous, PRCF, MPEP, etc., les groupes existants, etc., mais dans la population, en créant dans chaque département, en créant partout les conditions de débat. Nous pouvons, effectivement, ici, faire avancer l'idée de cette alternative. Et à ce moment-là, l'Union nationale, ça sortira tout simplement de l'actualité. Ça sera morné, en quelque sorte, d'une certaine façon. Voilà, excusez-moi, parce que je n'ai pas l'habitude. Un bavard intarissable. Non, mais moi je me demande comment faire pour toucher justement les personnes, les gaullistes, pour se faire entendre. Parce que je sais que M. Nikonov avait décliné l'invitation de DLR par rapport justement à ses positions. Mais je veux dire, les gens qui suivent DLR ne sont pas forcément DLR, quoi. Donc, comment les toucher si on ne va pas devant d'eux? Et moi c'est ça qui me... On n'est déjà pas nombreux à vouloir le CNR, à vouloir l'application d'un programme. Je vois pas comment on va faire consensus par rapport à ça, parce qu'il faut quand même aller devant les gens. Donc, moi, je pensais que c'était normal d'y aller rien que pour ça, parce que pour se faire entendre. Moi je vois juste la dimension, faire passer le message.
en bonne chrétienne laïque, la bonne nouvelle, quoi. Annoncer la bonne nouvelle, voilà. Donc, il faut bien l'annoncer et faire quelque part abstraction des dérives de certaines personnes. Mais après, il y a les gens derrière qui ont envie, ils sont peut-être... ils attendent cette bonne nouvelle, quoi. Donc, un autre son de cloche, je veux dire. Et si on ne va pas au-devant d'eux parce qu'on a toujours des positions strictes, voilà, moi c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est il faut se faire entendre, mais si on fait toujours attention faut pas dire ci, faut pas dire ça. Moi, j'arrive pas à rentrer dans ces choix-là. Je voudrais qu'on nous dise ce qu'on est, ce qu'on pense. Il faut. Voilà, moi je serais plutôt de tant pis, il faut y aller, quoi. Voilà.